Lorsque deux galères s'abordent en pleine mer, la seule place dont dispose le soldat, c'est le plancher du gaillard d'avant, qui fait 2 pieds de large. À peine est-il tombé qu'un autre déjà prend sa place, sans même laisser au mourant le temps d'agoniser. Ainsi s'exprime Don Quichotte, héros du célèbre roman de Miguel de Cervantes. Le romancier espagnol a pris part à la plus grande bataille navale de la Renaissance. Il y survécut, mais ne put jamais oublier cette barbarie sans nom. Au matin du 7 octobre 1571, 600 navires se font face au large des côtes grecques. Plus de 100 000 hommes combattent dans chaque camp. La bataille fut d'une violence inouïe. 7000 chrétiens et 25 000 Turcs furent décimés. La mer devint rouge 100 tant il y avait de victimes. Avec l'armement le plus perfectionné de l'époque, chrétiens et musulmans engagent un bras de fer dans le golfe de Patras pour la domination de la Méditerranée. Lépante a connu un grand retentissement dans l'histoire. Au cours du XVIe siècle, après cette bataille, la flotte ottomane n'a plus livré de grands combats dans le bassin méditerranéen. Depuis des décennies, les scientifiques recherchent au fond de la mer des vestiges de ce terrible carnage. Personne n'y est parvenu jusqu'à présent, pas même le commandant Cousteau. Une équipe internationale d'archéologues sous-marins a décidé de s'atteler à la tâche. Les chercheurs réussiront-ils à retrouver les témoignages de ce sanglant combat ? La Méditerranée, depuis toujours un sanctuaire des trésors de l'histoire. Une source inestimable de découvertes pour les scientifiques et les aventuriers. Pour les pêcheurs de la région, en revanche, la mer est un lieu de travail quotidien et un modeste gagne-pain. Les vestiges du passé qui se glissent dans leurs filets ne sont que des prises indésirables. Ces hommes, d'un naturel taciturne, ne révèlent pour ainsi dire jamais les endroits de leurs nombreuses découvertes. Missolonghi, en Grèce, les pêcheurs observent d'un œil soupçonneux l'agitation qui règne dans le port. Les derniers préparatifs d'une expédition sur les traces de l'histoire battent leur plein. Les scientifiques hissent à bord du matériel de recherche sophistiqué. Ils préparent cette expédition depuis plus d'1 an. L'aventure peut enfin commencer. Le coup d'envoi de l'expédition Lépante est donné. L'Arias Star met le cap au sud-ouest, en direction de la haute mer. À bord du navire, une équipe internationale d'archéologues sous-marins. L'Américain Donald Frey, le Grec Peter Nikolaïdis et le docteur Rupert Breitwieser de l'Université de Salzbourg. À la tête de l'expédition, l'Allemand Matthias Kopfmüller. Il arrive parfois que des vestiges remontent à la surface. Mais en ce qui concerne les pentes, rien n'a été retrouvé jusqu'à présent. On n'a jamais vraiment mené de recherche à grande échelle, il n'y a jamais eu de véritable expédition. La localisation précise de cette bataille reste une inconnue sur la carte des fonds marins. Avant de partir explorer les fonds marins, les chercheurs se sont plongés pendant des mois dans les gigantesques archives municipales de Venise. Dans le dédale des corridors et des salles voûtées, sommeillent des documents datant du XIVe au XVIIIe siècle. Les historiens italiens y ont découvert des lettres et des récits de témoignages inédits. Ces récits évoquent les préparatifs de la bataille qui allait décider du sort de l'Europe. Au XVIe siècle, l'Espagne est une grande puissance, une monarchie très influente. À Madrid, le roi Philippe II exerce sur son pays un pouvoir absolu. C'est un fervent partisan du catholicisme. Le Saint-Siège est le centre du pouvoir spirituel. Du Vatican, le pape Pie V exerce une influence considérable sur les cours européennes.
Venise, la métropole commerciale, joue un rôle de premier plan. La flotte du doge Pietro Loredano navigue dans tout le bassin méditerranéen. Les historiens Marco Morin et Paolo Selmi ont découvert que les Vénitiens s'étaient préparés à cette bataille avec la plus grande minutie. Au cours de leurs recherches, ils ont rassemblé des documents et des témoignages jusque-là inconnus. Ces documents évoquent des réunions clandestines, de nouvelles armes secrètes et l'appel au combat bien des années avant l'affrontement de l'Épante. Un personnage apparaît de façon récurrente dans les archives. Il s'agit vraisemblablement de l'un des personnages clés de cette bataille, le Vénitien Francesco Duodo, armurier et constructeur naval de renom. Ce fin stratège est à l'origine d'une invention révolutionnaire qui allait avoir une influence considérable sur la bataille à venir. À ses côtés, Sebastiano Venière, amiral confirmé de la flotte vénitienne. Leur réunion se déroule dans le plus grand secret, car les dirigeants de la République sont inquiets. Leur monopole économique menace de s'effondrer. Les grandes puissances d'Occident, notamment Madrid, Rome et Venise, regardent avec appréhension en direction de l'Orient. En 2 siècles, l'Empire ottoman y a établi sa puissance. Constantinople, la capitale de l'Empire, l'actuel Istanbul. La métropole florissante sur les rives du Bosphore devient rapidement un important port de guerre. C'est de cet endroit que les Turcs, au nom d'Allah, partent à la conquête de l'Occident. Une épopée sans précédent les attend. Le sultan Selim II collabore avec des pirates et des chrétiens renégats. Armés jusqu'aux dents, les Turcs progressent sans relâche, sur terre comme sur mer. Ils mettent la moitié de l'Europe à feu et à sang. Vers 1570, Selim II est maître de la mer Noire. Son territoire s'étend jusqu'à la Grèce, aux Balkans et à l'Afrique du Nord. Le professeur Idriss Bostan, historien à l'université d'Istanbul, est à l'origine d'une étonnante découverte à ce sujet. Il a retrouvé des documents originaux que l'on croyait disparus, relatifs à la flotte ottomane à l'époque de la bataille de l'Épante. Aucun pays ne possédait une force navale aussi redoutable que celle des Ottomans, pas même Venise ni l'Espagne. Les représentants des différents États finissent par s'entendre. Ils signent un pacte à Rome le 24 mai 1571. Il s'agit d'un traité instaurant une alliance tout à fait comparable à celle de l'OTAN, et cela il y a plus de 400 ans. Cette alliance militaire, baptisée Sainte Ligue, regroupe les plus grandes puissances européennes, l'Espagne, la Savoie, la Sicile, Venise, Gênes et Malte. Le Vatican envoie également des renforts. Le Saint-Père confie une mission aux descendants d'une famille influente de Rome, une personnalité brillante qui mène une carrière exemplaire, Marc-Antoine Colonna. Cet amiral s'est distingué à Chypre en combattant contre les Turcs à la tête de 16 galères. Le 25 mai 1571, Marc-Antoine Colonna se trouve en l'église Saint-Pierre de Rome. Il reçoit l'ordre de prendre la mer à la tête de la flotte chrétienne, la Sainte Ligue, pour entrer en guerre contre la flotte ottomane sous la bannière de la coalition chrétienne. Mais les stratèges de Venise ne s'en remettent pas seulement à l'aide de Dieu. Dans un arsenal secret, servant à la fois de base navale et de chantier, ils participent activement au projet des Galéas. Près de 5000 personnes travaillent sans relâche à la construction des navires, la fonte des canons et la confection des voiles. À la veille de la bataille de l'Épante, l'objectif de Venise est le réarmement complet. L'armurier Francesco Duodo et l'amiral Sebastiano Venière sont les grands maîtres d'œuvre du projet. Il est écrit ici que Venise a donné l'ordre à ses capitaines de tuer le capitaine turc Scirocco avec autant de prudence, d'habileté et de discrétion que possible si l'occasion venait à se présenter.
Ils avaient donc tout bonnement pour mission d'assassiner un chef militaire turc. Avec 100 cigalaires, la Sérénissime République aligne le plus grand contingent de la Sainte Ligue. Les cigaléas à haut bord, fraîchement sortis de l'arsenal vénitien, représentent une avancée sans précédent dans l'histoire de la construction navale. Ce sont de véritables forteresses des mers. Dans le golfe de Patras, il faudrait vraiment un coup de chance pour que les chercheurs réussissent à détecter les vestiges d'une galère. La Riastar sillonne de façon systématique la zone de recherche en remorquant la sonde magnétométrique. À bord, la patience des hommes est mise à rude épreuve, notamment celle de l'informaticien qui doit être attentif à chaque détail. Cette technique est comparable à celle de la photographie aérienne sur la terre ferme. Chaque trait rouge représente une distance de 25 mètres. Cela veut dire que l'on couvre une zone de 300 mètres de large. Si certains s'appuient sur la haute technologie, d'autres préfèrent s'en remettre à la méthode classique, en utilisant un compas. Le docteur Donald Frey et Peter Nikolaïdis, familiers de l'exploration des fonds marins, connaissent bien la zone de recherche. En 1976, Peter Nikolaïdis était déjà parti sur les traces de la bataille de Lépante avec le commandant Cousteau. À bord de la célèbre Calypso, ils ont sillonné pendant 11 mois les eaux du littoral grec, mais en vain. Les deux scientifiques sont rentrés bredouilles. Le docteur Frey, en revanche, a eu plus de chance. Mandaté par l'université d'Oxford, le physicien avait déjà exploré ce site historique 5 ans auparavant. À la tête de l'équipe, le Britannique Peter Throckmorton, archéologue sous-marin de renom. Le sonar dont il s'était servi avait permis de détecter des anomalies intéressantes du champ magnétique. Cependant, les scientifiques n'avaient pas su exploiter les informations recueillies. Le docteur Frey a vu ses efforts récompensés en Turquie. Il a participé à une expédition qui a découvert l'épave d'un navire de commerce datant de l'âge de bronze. À l'époque, on a trouvé une amulette en or vieille de 3000 ans. Qui sait, peut-être que le même genre de trésor nous attend ici. Après tout, les aristocrates combattaient toujours avec des épées incrustées d'or et d'ivoire. Les chercheurs se préparent à effectuer leur première plongée. Équipés de combinaisons intégrales, ils plongent au Trimix, un mélange de 3 gaz qui permet de descendre à des profondeurs de plus de 40 mètres. L'équipe de la Riestar aura peut-être la chance de faire une découverte exceptionnelle. Les plongeurs parviennent dans la zone des 60 mètres. Ils peuvent y rester 30 minutes environ. Au-delà, le danger serait trop grand. À cette profondeur, le fond marin n'est qu'un vaste désert de sable et de vases. Soudain, ils aperçoivent une étrange ornière. Ceux qui sont restés à bord observent l'image sur l'écran de contrôle. Ils savent que cela n'a rien de mystérieux. Il s'agit simplement d'un phénomène connu depuis longtemps. Ce sont en fait les traces que laissent les filets remorqués par les pêcheurs de la région. C'est une amère déception. Alle sind nämlich verteilt, du wirst kein intaktes Wrack mehr finden können, wenn hier so viel Schleppersfischerei ist. Ne? Und die sind mit den schweren Schlitten, die wiegen ja wie Tonne teilweise, fahren die da drüber weg und reißen die Teile in eine andere Richtung auseinander. Und eingestellt ist es richtig, also wir überlegen sich wirklich nichts. Guck dir das mal an hier, das sieht hier aus wie auf dem Parkplatz, die ganzen Spuren. Ja. Gut, wir suchen weiter. Ja, bleibt uns nichts weiter übrig. Wird schon noch werden. Les scientifiques ont peur de ne pouvoir retrouver une épave intacte. Les chaluts dont se servent les pêcheurs sont très lourds et détruisent les fragiles vestiges au fond de la mer. Une autre donnée complique le problème. Au cours des siècles, la formation de dépôts alluvionnaires a repoussé la ligne côtière en gagnant du terrain sur la mer. C'est le cas notamment autour de l'île d'Oxia, où la Sainte Ligue a jadis combattu la flotte ottomane. Aujourd'hui, cette zone est devenue un vaste terrain fertile. On peut prendre la mesure de cette transformation naturelle
en observant par exemple ce site antique. En 219 avant notre ère, Onyadai était un port florissant, situé en bordure de mer. Les ruines de cette ville que l'on a mise au jour se trouvent à présent à 3,5 km à l'intérieur des terres. Les ruines d'Onyadai. Pour les scientifiques, les vestiges des murailles et des installations portuaires contiennent de précieuses informations. La bataille de Lépante s'est déroulée il y a seulement 500 ans. Mais cette cité antique a subi le même sort. Certaines zones qui, à l'époque, étaient immergées se sont transformées en marécages. Ainsi, on peut supposer que certains navires ne sont plus à présent recouverts par les eaux, mais par des dépôts sédimentaires. On peut supposer qu'autour de l'île d'Oxia, il existait autrefois d'autres îles et que la mer avançait beaucoup plus à l'intérieur des terres. Autour de l'île d'Oxia sont peut-être ensevelis des dizaines de milliers de soldats ayant sombré avec les galères. La coalition chrétienne a choisi les meilleurs navires et l'élite des capitaines pour combattre la flotte ottomane. De Barcelone, Rome et Venise, les galères font route à toute vitesse en direction de Messine. Le détroit situé entre la Sicile et la péninsule italienne devient rapidement une gigantesque base militaire pour la flotte chrétienne. La Real, vaisseau amiral de l'imposante armada chrétienne, arrive sur les lieux le 24 août 1571. À la tête de cette galère de prestige, Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint et demi-frère de Philippe II d'Espagne. Toute la flotte de la Sainte Ligue est placée sous son commandement. À 26 ans, Don Juan d'Autriche est déjà à l'apogée de sa carrière. Il s'est illustré lors de l'expédition contre la révolte des Morisques. C'est à ce moment que Philippe II d'Espagne lui confie le commandement d'une flotte de 280 galères pour combattre les Turcs. Par la suite, il consigna ses souvenirs, comme en témoigne cette lettre. Ils allèrent tous au combat, la rage au cœur. Nous pensions pourtant que la flotte ennemie était beaucoup plus importante que la nôtre. Les Turcs étaient habitués à vaincre. Ils sous-estimèrent nos forces en raison des victoires maritimes qu'ils avaient remportées par le passé. À l'arrivée de la flotte à Messine, Don Juan fait inspecter les navires. Il affecte des soldats espagnols à bord des galères vénitiennes dont l'équipage est en sous-effectif. C'est alors que se produit, à bord d'un des navires dirigés par Sebastiano Venière, un incident qui manque de mettre en péril la Sainte Ligue. L'amiral vénitien Sebastiano Venière était un homme âgé, colérique et très soupolé. À Messine, une violente querelle éclata entre lui et Don Juan d'Autriche. Sebastiano Venière avait tout bonnement fait pendre un des officiers de Don Juan qui aurait, dit-il, manqué de respect à son égard. Après ce différend, Don Juan d'Autriche fut définitivement brouillé avec Sebastiano Venière. Les tensions qui agitent la Sainte Ligue, ainsi que la concentration massive de navires au large de Messine, ne passent pas inaperçues aux yeux des Turcs. L'heure est grave. À Constantinople, les conseillers du sultan se réunissent d'urgence pour tenir un conseil de guerre. Les espions du sultan ont rempli leur mission. Les Ottomans savaient que l'Espagne allait participer à la bataille imminente, que le pape jouait un rôle central dans la formation de la coalition chrétienne et que Venise construisait sa propre flotte. Les Ottomans suivaient chaque mouvement de l'ennemi. Ils transmettaient immédiatement toutes les informations à leurs capitaines et amiraux en mer. Les Ottomans reçoivent aussi l'ordre de faire route immédiatement sur les pentes. Ce port bénéficie d'une situation stratégique sur le golfe de Patras. Depuis des années, les Turcs utilisent son fort comme base militaire navale. À l'abri de la citadelle, les chefs militaires ottomans peaufinent le plan de bataille contre la flotte chrétienne. À la tête de l'armada turque, le redoutable Ali Pacha, vainqueur de Chypre. Il est secondé par Öcali, corsaire barbaresque prêt à tout
et excellents marins. Ces impavides capitaines turcs sont conscients de leur propre valeur. Depuis la cuisante défaite de Preveza en 1538, ils n'ont plus droit à l'erreur. Depuis lors, ils exercent une domination sans faille en Méditerranée. Au large de Lépante, les chercheurs mettent en œuvre un nouvel instrument, un magnétomètre à protons. Cet appareil ultrasensible analyse les variations du champ magnétique dans les formations sédimentaires. L'équipe de chercheurs l'installe avec précaution. Cet instrument sophistiqué permet de détecter tous les types de métaux, plomb, fer ou bronze, même s'ils sont ensevelis profondément sous la vase. C'est une aide précieuse pour localiser les éventuels vestiges de canons ou d'épées. Mais soudain, le capitaine effectue une manœuvre malencontreuse qui réduit rapidement les espoirs des chercheurs à néant. Le magnétomètre vient de heurter assez violemment le sol et un capteur s'est décroché. Maintenant, on a du mal à le maintenir à la hauteur voulue. Impossible d'estimer à quelle distance du fond de la mer il se trouve. On est obligé de stopper les recherches. Les dégâts ne peuvent pas être réparés sur place. Cela signifie qu'à présent, seul le sonar latéral fournira des informations exploitables. Chaque découverte, aussi infime soit-elle, apporte une lueur d'espoir. This is too little to be a residue from a battle, I would think. But I don't know what these things are. But there's almost nothing. On the other hand, maybe just one cannon fell overboard. Or it could even be the person dressed up in his armor, you know? Yes, lying on the seabed. Because apparently the Christians were so well armed that and covered in steel. Yes. So if they fell in, that was that. That was that. Your divers have to be prepared, you know, to find skeletons. Yeah, we know that. You know. We know that. 16 septembre 1571. La flotte de la Sainte Ligue quitte Messine et met le cap vers l'est. Objectif de la redoutable armada, l'île d'Oxia. Les éclaireurs ont signalé des mouvements de la flotte turque dans cette région. À bord de la Réal, Don Juan d'Autriche met la dernière main à son plan d'attaque. Francesco Duodo doit positionner ses armes secrètes, les cigaleas, à l'avant des lignes chrétiennes. L'amiral Sebastiano Venière et Marc-Antoine Colonna ont pour mission de défendre les flancs du navire. Abrités derrière les hauts-bords, ils sont prêts à l'attaque. Nous sommes à la veille de la bataille. Cet affrontement va décider du sort de la chrétienté et du monde musulman, et du sort de l'Europe. Je haranguais mes hommes, je les exhortais au combat. Puis je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu. Je l'ai imploré de m'offrir la victoire. Tout l'équipage a fait la même prière, ainsi que le reste de la flotte. À bord de l'Ariastar, les chercheurs attendent un signe du destin. Sans relâche, le sonar balaie la zone de recherche. Soudain, des anomalies s'affichent sur l'écran de contrôle. À cet endroit, le fond marin présente un relief accidenté. Yeah, look at this. Wow. That's a lot. 1, 2, 3, 4. Really a lot. But not too big, huh? No. It's not, looks not like a wreck or anything. No. Wow. More and more. Could this be from the battlefield? Yeah. There's a lot of wreckage here. Yeah. And there has to be some unusual explanation for this. It's very impressive. Yeah. Very big. And especially it's still very quiet over here. This would be maybe the size of one of the smaller galleys or something like that. If it went in the sand and then the sand covered it, you had a slight rise above the bottom. But so many targets. It's got to be something. Que signifient ces anomalies du champ magnétique? Est-ce le signe tant recherché des vestiges des galères de Lépante? Ce serait une chance, car la zone de recherche mesure tout de même 1 hectare. Cette découverte pourrait marquer un tournant décisif dans l'expédition. Ich kann eigentlich ausschließen, dass dieses sich eine Steinschüttung oder
ein Verklappungsgebiet handelt, aufgrund der Struktur der einzelnen Objekte und der Lage der einzelnen Objekte, die sehr weit verstreut sind. Spricht das eigentlich dafür, dass das ein Wrack ist? Also das könnte es ein Trümmerfeld sein oder Wrack? Das sind meines Erachtens Einzelteile eines Wrackes. Ja. Als Struktur ist es nicht zu erkennen, dass es ein ganz komplett geschlossenes Wrack ist. Dafür ist es auf der Fläche zu sehr zerstreut. Oder mehrere Wracks. Oder mehrere Wracks. Das können auch sein, aber sie stehen nicht mehr als kompakte Einheit da. Dans le golfe de Patras, l'armada ottomane est prête. Elle est composée de 250 galères et d'une soixantaine de galiotes plus maniables. À leur bord, 100 000 hommes environ attendent le signal. Lorsque les Ottomans discutent de la tactique à adopter, une querelle lourde de conséquences éclate entre leurs chefs. Öcalan, excellent marin, a conseillé à Ali Pacha de ne pas s'éloigner des côtes de Lépante et de rester en poste afin de ne pas perdre la protection que leur offraient leurs citadelles et leur artillerie. Il espérait ainsi que la flotte ennemie éviterait de s'aventurer dans une baie aussi bien protégée. Ali Pacha manquait d'expérience dans le domaine maritime, mais il était trop fier pour accepter ce conseil. Et il ne voulait pas donner à l'ennemi l'impression que la flotte ottomane était lâche. C'est ainsi que la flotte ottomane se range en ordre de bataille au large de Lépante pour se préparer au combat imminent contre les chrétiens. Pendant ce temps, les galères commandées par Don Juan d'Autriche quittent l'île d'Oxia. Au matin du 7 octobre 1571, les deux flottes se rejoignent dans le golfe de Patras. Au sud de Lépante, les deux fronts ennemis se forment. Sur une longueur de 5 km, 600 navires se font face, avec 200 000 soldats à leur bord. Les navigateurs manœuvrent pendant 2 heures jusqu'à ce que la formation soit enfin en place. Dans chaque camp, les 3 escadres principales sont à présent face à face. L'engagement est imminent. Les chercheurs de l'expédition Lépante sont encore loin d'avoir découvert le secret du golfe de Patras. Mais les violentes tempêtes de printemps les obligent à suspendre leurs recherches. C'est la pire chose qui pouvait se produire. Nous avons trouvé des indices susceptibles de faire avancer les recherches exactement sur le lieu présumé de la bataille de Lépante. Mais avec ces intempéries, impossible de plonger et d'installer les appareils de détection. Pour les archéologues, c'est l'occasion de mieux appréhender, à l'aide des cartes, les circonstances historiques de la bataille. Quelques jours plus tard, le hasard vient en aide aux chercheurs. Les pêcheurs, vrais connaisseurs de la mer, leur parlent d'une vieille épave mystérieuse. Ils disent l'avoir aperçue non loin d'Oxia, dans une de leurs zones de pêche, à une dizaine de mètres de profondeur. À l'endroit même où, selon les sources historiques, les deux flottes ennemies ont ouvert le feu. Au matin du 7 octobre 1571, le soleil est au rendez-vous. Quelques minutes plus tard, chrétiens et musulmans vont donner l'assaut et l'affrontement va commencer. Un combat sans pitié va s'engager entre Don Juan d'Autriche et Ali Pacha. Sur l'aréal, Don Juan d'Autriche fait tirer le coup de canon qui annonce le début de la bataille. Le vaisseau amiral de la flotte turque était reconnaissable à la bannière qu'il arborait. J'ai donc donné l'ordre au second de manœuvrer notre navire directement face à l'aréal turc. Les deux bâtiments s'éprenèrent avec une grande violence. La supériorité numérique des Turcs est évidente. Mais les chrétiens ont l'avantage au plan de l'armement. Face aux arquebuses chrétiennes, les Turcs infidèles ne répondent que par les arcs et les cimetères. Quelques instants après, c'est l'abordage. Un déluge de feu s'abat sur la flotte ennemie, tandis qu'arquebusiers et janissaires prennent les navires d'assaut, armés de grappins, d'épées et de piques. Pendant des heures, le combat fait rage. Les ennemis s'affrontent dans un furieux corps à corps, sur le sol mouvant des galères éperonnées. Des milliers de corps sans vie tombent par-dessus bord.
Dans leurs récits, les témoins évoquent un bruit sorti tout droit de l'enfer. Les coups de tonnerre des canons et les détonations des galères qui explosent quand leur réserve de poudre est touchée. Ils se souviennent des cris d'horreur des blessés et des tambours et trompettes qui résonnent dans chaque camp pour donner du courage aux combattants. Quelque part, près d'Oxia, repose l'épave d'une ancienne galère, engloutie par les flots. L'indication des pêcheurs est le premier indice concret permettant de localiser le site de la bataille. Animés d'un nouvel espoir, les plongeurs reprennent leurs recherches. Partout, un épais herbier sous-marin recouvre le fond. Tout à coup, un plongeur aperçoit la pointe d'une ancre. À leur grande surprise, les plongeurs découvrent un vaste site jonché de vestiges. Des éclats de pièces de bois sont disséminés sur le fond de la mer. À première vue, ils ont l'impression d'un indescriptible chaos. Mais peu à peu, ils commencent à distinguer des formes, notamment un entassement de planches. Voici les vestiges d'une carène de navire. La bataille vient de commencer il y a quelques minutes à peine, et le plancher des navires est déjà jonché de cadavres. Les cris des mourants se perdent dans le grondement des canons. Le combat fait rage, particulièrement à bord des 2 navires amiraux. Au XVIe siècle, le déroulement tactique d'une bataille suivait toujours les mêmes règles, sur terre comme sur mer. Une formation serrée, des coups de canon tirés à courte distance et un combat au corps à corps. Miguel de Cervantes savait de quoi il parlait lorsqu'il évoquait l'engagement du soldat en mer, prêt à affronter la mort. Le soldat sait bien qu'au premier faux pas, il risque d'être précipité dans les entrailles de Neptune. Malgré cela, il s'expose avec courage aux formidables abîmes. Et il met tout en œuvre en traversant cet étroit passage pour réussir l'abordage du vaisseau ennemi. Les galéas à haut bord sont de véritables cuirassés, construits spécialement pour cette bataille. Armés de canons qui font feu dans toutes les directions, ils déstabilisent le bel ordre turc. La supériorité chrétienne est vite démontrée. En peu de temps, la Sainte Ligue anéantit 35% de la flotte ottomane. 4 galéas mettent à elles seules 108 galères ennemies hors de combat. Les forces navales du sultan Selim II sont écrasées, mettant un terme à sa domination en Méditerranée. Les soldats turcs ne peuvent plus éviter la débâcle. Une bonne partie de la flotte ottomane sombre corps et biens. Voilà maintenant plus de 4 siècles que reposent au fond de la mer les vestiges de la plus grande bataille navale de la Renaissance. L'exploration sous-marine réserve d'autres surprises aux chercheurs. Peu à peu, ils commencent à reconstituer le puzzle historique. Le moindre objet revêt une importance particulière. Ensevelie sous des planches et recouverte d'un dépôt sédimentaire, voici la moitié d'un boulet de canon. Lorsque les scientifiques auront daté ce projectile, ils pourront dire s'il provient effectivement de la bataille de Lépante. Non loin de là, un canon de bronze. Les scientifiques restés à bord déterminent l'origine de l'arme à partir de sa forme et de son apparence. Voici la platine d'une arquebuse, recouverte d'une concrétion. Dans l'Europe du XVIe siècle, tous les soldats étaient équipés de cette arme.
La structure de la carène que l'on devine en observant ces morceaux de bois concorde avec les plans de construction connus des navires de l'époque. Ces longues planches laissent penser qu'il s'agit en effet d'une galère. On devine la structure caractéristique de ce type de navire. Les planches transversales que l'on voit ici constituaient peut-être un pont. Bien sûr, à ce stade, on ne peut pas encore définir de quel pont il s'agit. Pont inférieur ou supérieur. De toute façon, il s'est effondré et il faudrait pratiquer une excavation pour en savoir plus. Mais on le distingue très nettement. Un autre indice laisse penser qu'il s'agit bien d'une galère, la façon dont sont disposées les planches de la carène. Les archéologues étayent cette hypothèse en comparant les vestiges à une réale reconstituée d'après les plans originaux. Ce modèle de construction est identique et caractéristique des navires du XVIe siècle. À l'époque, Européens et Turcs bâtissaient les mêmes types de navires. La découverte de l'épave échouée au large d'Oxia est un grand moment pour les chercheurs. À 10 mètres de profondeur, sommeille un trésor archéologique unique en son genre, vraisemblablement une galère. Mais s'agit-il d'un des navires de la bataille de Lépante? La localisation de l'épave le laisse supposer. D'après les sources historiques, les galères auraient en effet coulé tout près d'Oxia. C'est à cet endroit que la flotte ottomane tente une ultime percée au travers des lignes ennemies. Le sursaut des forces turques met la Sainte Ligue en grande difficulté. Mais après l'intervention de la réserve vénitienne, le vent tourne définitivement en faveur des chrétiens. Don Juan d'Autriche fait notamment appel à des galériens captifs, leur offrant leur liberté en échange de leur intervention. Aux côtés des chrétiens, ils prennent alors d'assaut le navire amiral d'Ali Pacha. L'épouvantable carnage cesse enfin lorsque Don Juan d'Autriche, triomphant, brandit la tête d'Ali Pacha au bout d'une pique. La Sainte Ligue semble avoir remporté la victoire, mais c'est oublié Öcalan, le second d'Ali Pacha, qui sévit sur le flanc sud avec une énergie intacte. Avec ses hommes aguerris, Öcalan se livre à un carnage sans nom contre les chevaliers de l'ordre de Malte, à bord des navires de la Sainte Ligue situés au sud. Lorsque le navire amiral de Malte a été capturé, il y avait 300 chevaliers à son bord. Seuls 30 étaient encore en vie. Les autres avaient été tout bonnement massacrés. C'était une véritable tuerie organisée. C'était le cas aussi pour Ali Pacha, quand les vainqueurs ont exhibé sa tête au bout d'une pique. Il s'agissait d'un acte d'humiliation. Lorsque les galères commandées par Don Juan d'Autriche se dirigent sur lui en formation serrée, Öcalan cesse le combat contre les chevaliers de Malte. Il prend alors la fuite au large d'Oxia et gagne la haute mer. Au crépuscule du 7 octobre 1571, le golfe de Lépante n'est plus qu'une mer de sang. Un enchevêtrement monstrueux de galères éperonnées, de voiles et de mâts arrachés, de navires en flammes et de milliers de corps à la dérive. Les sources historiques font aussi mention d'une trentaine de galères ottomanes disparues près d'Oxia, brûlées ou échouées au large des côtes. L'épave localisée pourrait donc bien provenir de la flotte turque. Les plongeurs ont trouvé de précieux indices allant dans ce sens. Voici des restes d'épées, dont certaines ont conservé leur lame intacte. La corrosion et les concrétions ont transformé ces objets au point de les rendre méconnaissables. S'agit-il d'une arme utilisée à l'époque par les chrétiens ou par les Turcs? Impossible à dire pour l'instant, car les deux camps possédaient le même type d'arme. Quoi qu'il en soit, c'est une découverte sensationnelle pour les plongeurs, même si elle soulève plus de questions qu'elle ne livre de réponses. Wir haben eine Kanonenkugel gefunden,
Nous avons trouvé un boulet de canon, la moitié du moins, les restes d'un canon et la platine d'une arquebuse. Nous avons aussi trouvé une épée. À mon avis, c'est la découverte la plus remarquable. C'est incroyable que cette épée soit aussi bien conservée. La nature de ces objets indique clairement qu'un affrontement guerrier a eu lieu en mer. Conclusion provisoire des recherches, il s'agit de l'épave d'un bâtiment de guerre. Mais pour l'instant, impossible de déterminer sous quel pavillon il naviguait. Une chose est certaine en tout cas. Les scientifiques sont enfin parvenus à localiser le site de la bataille de Lépante, le lieu où jadis, deux puissances rivales se sont affrontées pour la conquête de l'Europe. La bataille de Lépante a mis définitivement un terme à la domination de la flotte ottomane en Méditerranée. Lorsque les Vénitiens triomphants arrivent dans la cité des Doges, ils sont accueillis au son du glorieux Tédéum qui résonne depuis la basilique Saint-Marc. Les habitants de la Sérénissime République célèbrent dans la liesse la victoire de leur flotte. L'amiral Sebastiano Venière est promu au rang de Doge de Venise. Il occupera cette vénérable charge jusqu'à la fin de sa vie. Francesco Duodo est nommé haut fonctionnaire et décide de poursuivre ses inventions dans le domaine de l'armement. En l'église Saint-Pierre de Rome, le pape Pie V érige Don Juan d'Autriche en sauveur du monde. Glorifié par le Saint-Père, le commandant de la Sainte Ligue devient un héros de légende, l'homme qui a préservé le monde chrétien de la domination ottomane. Après sa victoire retentissante, Philippe II lui confie la charge de gouverneur des Pays-Bas. Il meurt peu après, en 1578. Quant à Marc-Antoine Colonna, l'amiral du pape, les plus grands honneurs lui sont réservés. Dans un cortège triomphal, il défile avec 120 prisonniers turcs qu'il présente aux Romains. Aujourd'hui, la ville aux 7 collines commémore toujours les héros de Lépante. Chaque année, des aristocrates venus d'Europe se réunissent dans une villa du Vatican. Souverains et princes, ce sont les descendants des officiers qui participèrent jadis à cette mémorable bataille en mer. Sous les étendards d'origine de cette bataille, les Colonna et d'autres grandes familles vénitiennes et espagnoles célèbrent les hauts faits d'armes de leurs ancêtres. À Istanbul, on n'oublie pas non plus cet événement marquant. La défaite de Lépante a ruiné à jamais le rêve ottoman de domination en Méditerranée. De nos jours, peu de choses rappellent le souvenir d'Ali Pacha. Le sultan a tout de même conféré au commandant de la flotte turque le titre honorifique de Kiliç, l'épée. Seul souvenir de son engagement, un sarcophage somptueusement décoré dans une petite mosquée. Les scientifiques de l'expédition Lépante arrivent au terme de leur fabuleuse aventure. Pour la première fois, des archéologues sous-marins sont parvenus à retrouver des vestiges et des témoignages de cette formidable bataille. L'expédition a été très difficile mais couronnée de succès. Nous avons réussi à localiser les épaves de cette gigantesque bataille navale, ainsi que 2 sites jonchés de vestiges, un grand et un plus petit. Nous en déduisons que le cœur de la bataille était situé ici. Cela revenait à trouver une aiguille dans une botte de foin et nous y sommes parvenus. Les indications des pêcheurs se sont révélées très précieuses. Un jour peut-être, ils remonteront à nouveau un trésor dans leur filet pour reconstituer ce mystérieux puzzle, cette bataille légendaire entre Orient et Occident qui préfigura le déclin de l'Empire ottoman.